Bonjour à vous, Jean-Philippe Tanguy, député. Bonjour, Madame RN. Martichoux. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté tous les deux, d'ailleurs, Monsieur le ministre et Jean-Philippe Tanguy, cet exercice du débat entre vous. Peut-être que sur les retraites, vous avez entendu le ministre justifier la réforme qui va manifestement être présentée au Parlement. Et vous voulez peut-être poursuivre sur ce sujet ? Monsieur Tanguy ? Oui, Monsieur le ministre, parce que les élections législatives ont envoyé différents messages au gouvernement, mais notamment le fait que vous étiez minoritaire. Et sans doute les Français ont voulu vous dire qu'ils ne voulaient plus que vous gouverniez de façon verticale en imposant des réformes non concertées. Et j'avoue que j'ai été stupéfait de la manière dont, semble-t-il, Monsieur Macron et votre gouvernement veut procéder à cette réforme. C'est que nous apprenons, nous, députés, parlementaires et les Français au même moment, que cette réforme qui est si importante pour les Français, qui est si importante pour leur pouvoir d'achat, pour leur niveau de vie, pour même la valeur travail, pour ce que représente le travail pour des milliers et des millions de Français, serait adoptée au détour d'un PLFSS dont on ne connaît toujours pas la teneur. Et je suis stupéfait, sachant que Madame Borne a reçu 2 fois Madame Le Pen à des réunions, Monsieur Macron a reçu Madame Le Pen aussi. Jamais ce sujet n'a été évoqué de cette façon. Bon, je crois là encore que le président de la République a été clair. Il a dit très clairement dans sa campagne électorale qu'il souhaitait réformer le système de retraite pour assurer son financement et qu'il était favorable, lui, au report à 65 ans de l'âge légal de départ en retraite. Je crois que vous êtes d'ailleurs, votre candidate n'était pas favorable à cette Absolument pas. Voilà. Donc il y a des divergences. Mais il a été très clair pendant sa campagne et il est très clair sur le fait qu'il veut le faire appliquer, cette réforme, le plus vite possible pour assurer, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le financement de notre régime de retraite. Il voulait concerter, Monsieur Riester. Bien évidemment. Et donc, il n'a pas dit qu'il allait le faire au détour d'un projet de loi de sécurité sur le financement de la sécurité sociale qui n'a rien à voir. Alors là, la méthode pour passer cette réforme n'a pas encore été tranchée. Est-ce que ça sera effectivement un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale ou un projet de loi ? Manifestement, vous n'êtes pas favorable à ce que ça soit comme ça. Mais personne ne l'est en fait, même au sein de votre majorité. Écoutez, on verra. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. J'entends votre point de vue. Et je vous dis que ce n'est pas honteux et ce n'est pas quelque chose de scandaleux que de discuter dans un projet de loi de finances de sécurité sociale des réformes comme, par exemple, le rallongement de l'âge légal de départ en retraite, parce que c'est quelque chose qui est rentré dans le débat public depuis des années. Tout le monde parle de ces questions-là depuis des années. Ça a été au cœur de la campagne présidentielle. Donc, tout le monde sait les positions des uns et des autres. Olivier Dussopt, encore aujourd'hui, discutait avec les organisations syndicales de ces questions-là. Et donc, il y a un moment donné, on va trancher. On va trancher parce que le président de la République a été élu pour décider, pour réformer, et pas pour discuter non plus. Monsieur Riester, il a été élu, mais entendez aussi que la représentation nationale qui a été désignée par les Français a envoyé aussi un contre-message. Et vous ne l'entendez pas, visiblement. Si. Même vous, aujourd'hui, vous ne savez pas ce soir, pour nous dire à moi, député, représentant du premier groupe d'opposition, si la semaine prochaine, le texte, sauf erreur, qui va être présenté au Conseil des ministres, contient, oui ou non, une des réformes les plus importantes du quinquennat et une des raisons qui est au cœur, une des réformes qui est au cœur des inquiétudes de nombreux Français, y compris ceux de ma circonscription qui ont des travaux difficiles, qui ont des métiers difficiles et qui veulent savoir si, oui ou non, ils vont travailler jusqu'à 62, 64 ou 65 ans. Et comment pouvez-vous justifier que la représentation nationale elle-même ne sache pas de quoi elle va discuter cet hiver. La représentation nationale saura de quoi elle a à discuter le moment venu, et bien sûr qu'elle aura le temps de discuter le moment venu de tous les sujets qui seront à l'ordre du jour, j'en suis le garant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une session extraordinaire qui permet justement de travailler les textes qui vont arriver au début de la session d'octobre, le PLFSS arrivant un peu plus tard dans l'automne, et bien évidemment qu'il y aura tout le temps de discuter de toutes les mesures comprises dans le PLFSS et dans le PLF. Sur les retraites, sur les retraites, comme sur les autres sujets, monsieur le député. Et donc, vraiment, regardez le temps. Vous savez que le temps est contraint pour ce genre de projet de loi, donc il n'y a pas autant de temps qu'on le voudrait. Mais pour répondre à vos questions, Mme Martichoux, notre position elle est très simple. Nous, on prend en fait comme base l'âge de début du travail, de début de la carrière. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que d'une manière générale, la plupart des personnes qui commencent à travailler tôt ont des métiers les plus difficiles. Et donc à partir de cet âge, c'est 42 annuités. Donc quelqu'un qui a travaillé avant 18 ans partira. On se souvient bien de la proposition. Voilà. Bah, vous m'avez demandé la non, proposition. mais quelle sera la position par rapport à ce qu'on attend, c'est-à-dire toucher l'âge légal ou la durée de cotisation ? Mais on est contre les deux. Pour nous, les deux, cette réforme n'est pas pertinente. Peu importe le flacon. Non, parce qu'il y a une façon de travailler, Madame Martichoux. Je suis désolé, il y a des institutions dans ce pays. Et il y a... C'est le principe même de la méthode qui vous
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une fois de plus mettre les Français devant le fait accompli, mettre les parlementaires devant le fait accompli. C'est déloyal parce que vous savez très bien que le gouvernement Messi émet de l'ordre du jour, émettre des débats. Vous avez le 49.3. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pays, avec les tensions qu'il y a dans le pays, avec les angoisses qu'il y a sur la crise énergétique, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, vous voulez rajouter encore un clivage aussi violent avec les organisations syndicales, avec les partis politiques sur une question aussi essentielle? On prend personne en traîtrise ou en... Si, vous savez même pas ce qui se passe. Attendez. Le président de la République a fait une campagne là-dessus. Il l'a dit. D'ailleurs, il a peut-être perdu des voix à ce moment-là, parce que des gens disaient non, on ne veut pas de 65 ans. C'est vrai que vous êtes minoritaire sur cette question. Non, il a été élu, le président de la République a été élu. Non, pas du tout. C'est une transformation des votes du printemps que le Rassemblement national et la France insoumise a trop tendance à faire. Le président de la République a été élu, il a été clair, il a trahi personne et il a été transparent sur ce qu'il voulait faire. Deuxièmement, il y a une méthode dont les modalités ne sont pas encore complètement finalisées, mais il y aura bien sûr et de la concertation avec les partenaires sociaux, et un débat dans l'opinion publique, et un débat au Parlement. Alors, ça, c'est clair, net et précis. Et bien évidemment qu'on prendra en compte dans cette réforme les carrières longues, la pénibilité, parce que c'est important de le prendre en compte. Et c'est aussi prendre en compte le niveau minimum des pensions de retraite. Et enfin, peut-être que la différence entre vous et moi, c'est que nous sommes très clairement à dire la vérité aux Français. C'est mentir aux Français. C'est mentir aux Français que de leur dire que l'on peut leur assurer la pérennisation de leur régime de retraite si on ne réforme pas la durée légale de travail. À la gestion. Mais c'est ce que vous savez faire en permanence. C'est nécessaire de dire la vérité aux Français et pas d'être dans la démagogie. Aussi ça, puis la réforme est morte en route. Donc vous savez, vous pouvez pas dire on a dit la vérité il y a 5 ans, redire une autre vérité maintenant. Quand ça vous arrange, c'est la vérité. Il y a eu la crise Covid, vous le savez très bien, et qu'une réforme comme celle-là ne pouvait pas se passer en pleine crise Covid. On va avancer, bien sûr, mais la pérennité des comptes est assurée pour vous, pour les Français? Mais vous savez, Madame Martineau, ce sont des choix politiques. On n'est pas élu pour subir les événements, on n'est pas élu pour subir un système économique, on n'est pas là pour subir des injustices sociales. Comment vous le financez? Mais vous savez, nous, Monsieur Riester, on a un grand plan pour réindustrialiser la France, pour recréer de la richesse sur le territoire. À partir du moment où nous aurons recréé de la richesse sur le territoire, le financement des retraites, il est assuré. Le déficit avec lequel vous essayez de terroriser les Français, d'ailleurs, cette année, finalement, ce n'est pas un déficit, ce qui prouve bien que la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité de demain, compte tenu des circonstances économiques, c'est que vous subissez les choses. Et en fait, vous l'avez d'ailleurs dit, une part considérable de cette réforme des retraites ne vise pas à assurer la pérennité du système des retraites, mais à financer d'autres réformes. La dépendance. On a l'honnêteté, une fois de plus, de le dire, oui. Mais c'est pas ce que vous avez dit aux Français. Vous avez dit le système des retraites est menacé, donc on réforme. Il n'est pas menacé, vous voulez financer d'autres choses. Donc si vous voulez financer, vous venez de le dire, donc si vous voulez financer d'autres choses avec la réforme des retraites, c'est bien que alors, les retraites. Dernière réponse, on parle après de l'énergie, c'est très important. Il faut financer le système de retraite. Le corps vient de dire encore une fois qu'à très courte échéance, il y aurait des déficits majeurs. Donc ça, vous refusez de le voir et vous refusez de l'expliquer aux Français. Attendez. Et en même temps, on assume le fait de dire qu'en plus, on a besoin de financer effectivement un certain nombre d'éléments de pérennisation de notre protection sociale et d'investissement pour assurer des services publics et de lutte contre la lutte contre l'inégalité à l'origine. Ils n'ont donc rien à voir avec la pérennité du système des retraites. Mais qui est complémentaire. Il y a la nécessité à la fois de pérenniser. Mais si, mais il y a les deux. Il y a les deux. On l'assume et on le dit aux Français. Contrairement à vous qui refusez d'avoir un discours de vérité auprès des Français. Il n'y a personne qui pense que Marine ne dit pas la vérité aux Français. Ah bah si, beaucoup. Moi le premier. Alors, sur ce, on va passer à un sujet aussi qui est très très important pour les Français, c'est évidemment l'énergie. On a beaucoup parlé du parc nucléaire. Je crois que sur le système aussi de répartition de l'énergie européen, vous vouliez interpeller Franck Riester. Bien sûr, Monsieur le Ministre, parce que vous savez que nous dénonçons depuis sa création d'ailleurs la méthode de calcul du prix de marché de l'électricité au niveau européen. Nous avons aussi dénoncé depuis le début le système de l'Arenh qui a considérablement affaibli EDF et spolié les Français qui avaient financé le parc nucléaire. Et une fois de plus, vous subissez les événements. Ça fait des mois que nous savons que ce système ne marche plus. Ça fait même des mois que vous-même, avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne, vous aviez dit qu'il fallait réformer ce système. Il n'est toujours pas réformé. Nous entrons donc dans le deuxième hiver où les prix sont complètement hors contrôle. Deux pays qui sont beaucoup moins souverains
sur leur production d'électricité, à savoir l'Espagne et le Portugal, sont sortis de ce système. Effectivement, tous les Français peuvent voir qu'aujourd'hui, j'ai encore vérifié avant de venir, le Portugal paie son électricité entre 150 et 200 euros le mégawattheure. Nous, nous le payons entre 400 et 600 euros. Donc on voit bien que la décision des Espagnols et des Portugais a été raisonnable. Et la nôtre, nous continuons à subir et en fait à payer les erreurs des Allemands. Donc ma question, c'est pourquoi, alors que la France est souveraine sur 93% de son électricité, nucléaire, hydraulique, éolien, vous choisissez de subir ce système européen qui est très cher pour les Français et vous ne sortez pas de ces règles qui sont complètement dysfonctionnelles. On souhaite la réforme du système, effectivement, de calcul de prix, fixation du prix de l'énergie. C'est un combat du président de la République, du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et nous avons la ferme ambition de réussir, comme nous l'avons fait pour d'autres combats, des combats que j'ai menés par exemple sur la réciprocité de l'ouverture des marchés publics dans le secteur de la politique commerciale, ou le combat de la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Être en européen, c'est être plus fort face à la concurrence internationale. Et pas nous. C'est être plus fort par rapport à la concurrence internationale. Mais en même temps, ça nécessite un peu plus de temps pour convaincre certains partenaires d'arriver à nos fins. Et c'est ce travail-là que nous faisons. C'est notre électricité, monsieur Riester. Oui, mais attendez, notre électricité, on va absolument avoir besoin aussi de la solidarité européenne cet hiver. Oui, mais si on a un hiver notamment rigoureux. Donc la solidarité ne va pas dans les deux sens. Pas ma question, je suis désolé. Mais si. Mais non, est-ce que l'Espagne et la France échangent de l'électricité? On échange de l'électricité avec un grand nombre de pays européens, c'est parfois avec l'Espagne. Mais là, je vous parle de l'Espagne qui est sortie du système. L'Espagne, on a des échanges d'énergie avec l'Espagne. Donc c'est possible de sortir de ce système de formation des prix tout en échangeant de l'électricité, vous êtes d'accord? Attendez, nous souhaitons réformer au niveau européen. Vous ne voulez pas répondre à cette question qui vous dérange. Mais non, ça ne me dérange pas. Mais non. Vous me dites, si on sort du système, il n'y aura plus d'échange. Si, je vous dis, l'Espagne et la France continuent d'échanger d'électricité alors que l'Espagne est sortie de ce système. Et nous continuons à payer pour un système qui nous défavorise. Parce que chaque pays a des réalités énergétiques et de mix énergétique différents. C'est vrai, l'Espagne est plus dépendante de ses importations et du gaz que la France. Donc pourquoi est-ce que la France, qui est dans une situation plus favorable, qui est le château d'eau nucléaire de l'Europe, continue à subir, avec malgré tout des difficultés. On a demandé à EDF. On peut en parler si vous voulez. Je suis pas sûr que ce soit votre avantage. Oui, pourquoi est-ce que l'Espagne on a demandé à EDF d'accélérer la remise en place la remise à niveau d'un certain nombre d'accès. Très bien de leur demander. Vous êtes responsable, vous êtes la tutelle d'EDF. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous subissez ce système alors que les Espagnols et le Portugal ne le font pas? Non, veut le réformer. Vous expliquez pas. Mais il y a deux solutions. Soit on sort d'un système, soit on essaye de le réformer. Et ben nous, on pense qu'il faut le réformer. Non, l'Espagne et le Portugal, c'est temporaire. Mais c'est attendez, ils ont fait un choix qui n'est pas le nôtre. Nous, je vous explique pourquoi. Mais non, vous expliquez pourquoi. Non, vous expliquez pas. Vous dites on l'a pas fait parce qu'on l'a pas fait. Bon, je dis on l'a pas fait parce qu'on souhaite le réformer. Les Français doivent payer 3 fois plus que les Espagnols. On peut pas dire à des partenaires qu'on souhaite réformer un système dans lequel les Espagnols, c'est pas des partenaires. Mais si, c'est des partenaires. Bon alors. Attendez. On ne peut pas dire à des partenaires avec lesquels on est dans un système en commun qu'on veut quitter, qu'on quitte le système et qu'on le réforme. Alors on dit on reste dans le système et on le réforme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc 2 hivers, 3 hivers, 4 hivers. Combien d'hivers on va payer? Eh bien écoutez, je crois que les choses sont en train d'évoluer. Vous avez entendu les déclarations de la présidente de la Commission européenne qui veut prendre ce dossier, qui prend ce dossier à bras le corps. Et donc nous sommes. Ça fait un an qu'on dit ça. Oui, mais c'est vrai que ça prend parfois un peu de temps de réformer un système européen. Dernière question. Non, ils n'ont pas fait. Ils ont quitté le système. C'est différent. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été très choqué. J'ai été très choqué parce que ça va peut-être vous déplaire, mais enfin, on vient d'une matrice commune qui était l'UMP, où on avait quand même un respect des institutions, des entreprises publiques, du service de l'État. J'ai été très choqué que vous mettiez que votre gouvernement, et monsieur Macron en particulier, mette en cause monsieur Lévy d'une manière aussi indécente sur la place publique, comme s'il était responsable des décisions que vous avez prises. Tous les experts s'accordent à dire que le fait d'avoir annoncé la fermeture de 14 réacteurs du nucléaire, il reste 2 minutes, pardon. À désorganiser la filière. Donc vous êtes responsable de ces décisions. EDF n'a fait qu'appliquer la loi. Et vous dites aujourd'hui que c'est la faute de monsieur Lévy. Donc comment vous pouvez dire aux Français alors que vous êtes... la réponse, on dit que chacun doit balayer devant sa porte et assumer ses responsabilités. L'État, la nôtre, elle est de prendre les décisions qui permettent de pérenniser un système et de s'inscrire dans l'avenir. C'est ce qu'a fait le président de la République en étant très clair, en annonçant la construction de 6 nouveaux EPR et d'avoir une tranche de 8 nouveaux. Pas dans la loi. La fermeture des 12 réacteurs est toujours dans la loi, celle des 6 réacteurs n'est pas dans la loi. Donc c'est la raison pour laquelle il a pris une décision et il y aura le moment venu... Elle est très théorique. Non, elle n'est pas très théorique, elle est très pratique. Et s'il y a c'est 12 réacteurs fermés. S'il y a des nécessités de modifier la loi en la matière, nous le ferons. Parce que c'est dans la loi, la fermeture des réacteurs. Et on le mettra, on aura à modifier la loi le moment venu. Et en ce qui concerne EDF, ils ont à... Qu'est-ce que je vois, Madame Martichoux?
et en ce qui concerne EDF, ils ont à assurer la maintenance des réacteurs. Donc, plutôt que parfois de reprocher à l'État un certain nombre de décisions, c'est bien aussi de veiller à entretenir et de faire la maintenance des réacteurs. Voilà, c'est pas tout seul, vous savez, il faut des ingénieurs, des ouvriers qui sont formés. Et qui sont des personnes de grand talent et qui ont une grande... Je pense qu'ils n'ont pas du tout apprécié la mise en cause publique. Écoutez, peut-être, mais en tout cas, nous, ce qu'on considère, c'est que l'énergie nucléaire est importante dans le mix énergétique, ça ne suffit pas. Hein. D'ailleurs, les propositions de Marine Le Pen de supprimer les énergies renouvelables à terme sont irresponsables. Ah oui, pourquoi ça a fonctionné pendant 30 ans ? C'est un mix entre les énergies renouvelables, parce qu'il y avait d'autres sources d'énergie que le nucléaire. Il y avait notamment le charbon ou le gaz. Et donc, il y a besoin de monter notre puissance de production énergétique par le renouvelable et de continuer à pousser le nucléaire qui est absolument clé dans notre mix énergétique de fourniture d'électricité dans l'avenir. Il faut les deux. Et en ce qui concerne le nucléaire, le président de la République a été très clair, il soutient la filière et il veut investir dans l'avenir. Merci. Après avoir fermé 2 réacteurs et annoncé 12 réacteurs. Après avoir constaté la mise en œuvre d'une décision qui précédait son arrivée à l'Élysée. Il était conseiller de M. Hollande. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé les arguments sur la table sur ces 2 sujets. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir participé à cette émission.